Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut mes beaux amours! Voici un épisode enregistré dernière minute. On est présentement mardi et la diffusion est, comme vous le savez, le mercredi matin. C'est un peu imprévu, là, comme le veulent bien les rétrogrades de Mercure. Ça commence en force par ici. Donc, cet épisode de dernière minute, c'est que l'épisode avec invité qui devait être diffusé aujourd'hui a connu certains problèmes techniques de diffusion. Donc, je me suis ramassée pas d'épisode, alors je me suis dit, on va faire un petit question-réponse. Donc, je vous ai interpellé sur Instagram pour avoir vos questions et je les ai toutes lues. Je vous répondrai, mais celle qui m'a le plus frappée, étonnamment, c'est la simple question de quelqu'un qui m'a demandé « Comment vas-tu? » Ah, une petite question anodine là, qui peut nous amener très loin si on tire sur le fil puis qu'on descend pour vraiment se demander comment on va. Et ça fait quelques mois, je vous avoue que je suis toujours un petit peu ambivalente à répondre à cette question parce que je me sens comme pas en mesure de répondre « ça va bien ». On dirait qu'il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus de choses à ajouter à cette réponse. Mais je vous l'ai déjà illustré dans le podcast, je me sens encore une fois comme dans Mario Kart, là, avec les petites tortues qui nous frappent, qui nous sortent de la route de notre chemin. Et là, de vivre ça de façon répétée depuis les derniers mois, je me suis dit: «Coudon, il doit y avoir un petit apprentissage, une petite invitation de la vie là, pour que ce pattern se répète autour de moi». Alors, je me suis mise à me questionner sur pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme prévu? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incertitudes dans ma vie en ce moment? Tu sais, c'est comme si je veux, mon mental en ce moment désire avoir des certitudes, désire avoir un petit peu plus de contrôle et là, je sens que je n'en ai pas. Je me sens comme si j'essayais d'avoir les pieds sur une structure, solide, puis que c'était sur du sable. Fait que c'est constamment en mouvement. Et c'est drôle parce que le monde extérieur en ce moment m'offre un beau petit reflet là, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. On a juste pensé à politiquement avec ce qui se passe aux États-Unis, avec la récente élection. D'ailleurs, vous savez, j'aime beaucoup Charles Eisenstein, qui est un penseur, qui a écrit des très, très beaux livres. Et je suis inscrite à son infolettre. Puis là, après l'élection, il a fait une vidéo sur qu'est-ce qui va se passer après ces élections-là, son opinion. Et je l'ai écouté là, bien attentivement. Et le seul message clair qui ressortait de cette longue vidéo-là qu'il a faite, c'est que en ce moment, on est dans une période d'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ce fait politique-là. Et j'ai l'impression qu'il y a ça comme, en tout cas pour moi, un petit peu autour dans plusieurs situations collectives que l'on traverse et aussi avec les transits astrologiques. Là, en ce moment, vous le savez, il y a, Pluton qui s'en va maintenant en Verseau, donc il passe du Capricorne au Verseau, puis c'est vraiment un des thèmes majeurs. Bon, la rétrograde de Mercure qui nous amène aussi à devoir des fois revoir nos plans. Puis là, si je me connecte à ce qui se passe pour moi, à ce qui est vivant, puis aussi à ce qui se passe pour le collectif, et ça ne veut pas dire que c'est un thème majeur dans votre vie en ce moment, mais ça se peut que ça se présente d'une manière ou d'une autre, c'est effectivement l'incertitude, puis notre relation au contrôle. Et ça m'a ramené à un livre classique dans ma vie là, qui est il est bien usé, ce livre-là. Disons que je l'ai lu quelques fois et je l'ai prêté à quelques personnes autour de moi. C'est When Things Fall Apart de Pema Chodron. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur ce podcast-là, mais il y a une citation en particulier qui me vient en tête. C'est « La seule raison pour laquelle on n'ouvre pas nos cœurs et nos esprits aux autres est que nous avons peur. Nous avons peur d'être blessés et nous avons peur du changement. » On a-tu peur du changement, hein, de l'inconnu et de l'incertitude que ça nous amène, de tout ce qui est en transformation aussi? Parce que si on se fie à nos amis bouddhistes, là,
Le contrôle, c'est une illusion, hein, parce que, la seule constante, c'est que tout change et que tout est impermanent. Donc comment est-ce que, humainement, pour essayer de survivre dans cette grande, grande incertitude, qui est synonyme de notre époque, tu sais, les choses changent super vite, on a juste à penser à l'intelligence artificielle, la technologie qui est constamment en mouvance, les mouvements sociaux, ça bouge vite. Vous savez, on est chaque jour exposé à tellement d'informations, tellement plus que ce pourquoi notre petit cerveau d'humain là, avait été conçu au départ. Et je sens en ce moment autour de moi, chez beaucoup de mes amis, de ma famille et au préalable en moi, cet attachement, cette tentative de construire une stabilité et de me rendre compte que cette stabilité-là, elle est fictive. Elle est juste pour me rassurer, pour que je sois capable d'avoir une espèce de semblant de contrôle. Je me fais des beaux plans parfaits, des to-do list, des échéanciers, puis ben, ça se passe pas comme je veux et après ça, je remarque en moi qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, comment je résiste, comment j'étais en colère, comment je je voudrais que ce soit pas ça. Tu sais, dans notre vie là, les problèmes, c'est pas vraiment les problèmes. Les problèmes, c'est notre relation avec nos problèmes. Parce qu'en soi, que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, ce n'est pas un problème. C'est comment est-ce qu'on voudrait que ce soit différent qui crée une espèce de tension qui fait que on n'est pas bien avec ça. Puis vous voyez juste avec l'exemple totalement anodin de cet épisode de podcast qui devait être diffusé cette semaine, qui ne marche pas, je me suis demandé: «OK, puis si c'était pas un problème? Puis si c'était juste une opportunité en ce moment pour enregistrer un autre épisode, pour plonger dans le vide, pour essayer d'enregistrer quelque chose d'un peu moins préparé, que je me laisse un petit peu plus, lousse?» Puis là, je donne un seul exemple très précis, très à court terme dans ma vie, mais si je prends quelques pas de recul, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, qui bougent, qui vont pas comme je voudrais. Peut-être que vous allez trouver résonance dans votre vie aussi. Puis ça me rappelle que les choses s'effondrent parce qu'elles sont en mouvement. Donc quand les choses s'effondrent, ça veut aussi dire qu'elles sont en processus de reconstruction. Elles s'effondrent parce qu'il y a de l'énergie en mouvement qui rentre dedans. Dans le fond, c'est une bonne affaire quand les choses s'effondrent. Ça crée du mouvement, ça crée de la transformation. L'exemple très quétaine, mais quand même très parlant de ça, on a juste à penser aux papillons là, dans leur bout de chrysalide. Là. Tu sais, la chenille, elle mange, elle mange des feuilles. Après ça, elle s'en va dans sa chrysalide. Là. Bien, à l'intérieur de ça, là, si on ouvrait à mi-chemin, là, ce serait dégueulasse. Ça ressemblerait à rien. Tu sais, elle se dissout, là, la chenille, pour donner des morceaux de papillon. Il y a une certaine dissolution, il y a un effondrement qui est inhérent à l'idée du changement. Et là, puisque moi, c'est un pattern, c'est une leçon récurrente ces derniers temps dans ma vie, je me suis dit: «OK, comment est-ce que je peux reconnaître la résistance qui existe en moi en ce moment? Toutes ces tensions-là que je ressens quand ça va pas comme je voudrais, est-ce que je suis capable de relâcher ces tensions-là?» Puis c'est un exercice vraiment tout simple à faire, là. Je vous invite, tu sais, si vous vous sentez tendu par rapport à des affaires, là, comme de juste vraiment vous s'asseoir puis de faire l'exercice corporel de tension puis relâchement. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu sais, vraiment, là, allez-y, là, tendez-vous au maximum, là, genre, où est-ce que ça pogne, là, pour vous autres, c'est-tu votre mâchoire, dans vos épaules, dans vos mains? Mais tu sais, de vraiment tendre nos muscles au maximum, là, puis de les relâcher après. C'est comme de montrer le chemin de façon somatique à notre corps de comment relâcher ces tensions-là. Donc, on y va à fond la caisse, là, on se tend, puis après, faites-le, regarde, on va le faire ensemble. On se tend, là, comme, on pogne tout dans notre corps, là, le max tension, là, partout, puis là, après ça, on relâche ces tensions-là. Ça, c'est très aidant pour moi en ce moment et aussi l'observation de mes pensées récurrentes. De juste prendre un petit pas de recul, encore une fois, hein, le fameux petit pas de recul, il est assez précieux dans la vie, puis d'écouter que c'est quoi la cassette là, dans ma tête, c'est quoi le message, puis je le prends en note souvent. Je me dis: «OK, ben, note mentale» ou des fois même je l'écris, c'est quoi que ça jase là, c'est quoi que ça dit dans ma tête? Puis là, de porter attention à la partie là, qui parle en ce moment, qui est vraiment activée en moi. Ça, pour moi, c'est comme le premier indice qui va me montrer le chemin pour aller libérer qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient.
Et là, juste avant de plonger dans nos patterns, nos pensées récurrentes, notre inconscient, excusez, c'était un peu désorganisé, là, mais on va revenir au fil, à la trame principale, mais là, ça monte, puis je veux pas l'oublier. Récemment, quand je parlais de tout ça avec certaines amies, il y a quelques personnes qui m'ont rappelé le livre de Michael A. Singer, The Surrender Experiment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je crois qu'il est disponible en français. C'est l'histoire de Michael Singer qui a écrit The Unfettered Soul, qui est l'âme délivrée, je crois en français. Un livre avec un cheval qui court sur une plage. Ça fait bien développement personnel. Je l'ai déjà cité dans le podcast parce que c'est un de mes livres favoris. Donc, Michael A. Singer, c'est son histoire de vie, OK? Puis, c'est tellement rocambolesque que ça se lit comme un roman, là. C'est un beau petit bonbon. Si vous êtes un peu tanné là, de lire des affaires de développement personnel ou des essais sociopolitiques, là, c'est un bon petit livre, bien relax. Donc, dans The Surrender Experiment, là, Michael Singer, il raconte comment, à un moment donné, il a décidé de faire l'expérience. Hein? Il s'est lancé à fond dans cette expérience-là de dire oui à tout, de ne pas refuser. Tu sais, puis moi, j'étais un peu mêlée par rapport à ça parce que, tu sais, je suis dans l'apprentissage de mettre mes limites et apprendre à dire non, là, mais lui, il a fait complètement l'autre chemin. Il a dit: «Et si je disais oui à tout? Même les affaires qui, au départ, me tentent pas, même les affaires pour lesquelles je ressens de l'aversion. Et si, je prenais toutes les invitations de la vie et que je suivais ce petit chemin-là, où est-ce que j'irais?» Et là, on rentre dans une histoire complètement folle de lui qui commence par méditer, puis pas avoir de logis, puis finalement, il est sur une terre, il achète des terres autour, ça devient une communauté. Il devient programmeur informatique, il y a une compagnie à genre 3 millions de dollars. Finalement, il fait faillite. Tu sais, c'est tellement intéressant de voir où la vie le mène. C'est comme une expérience très, très méta, là. Tu sais, l'affaire qu'on vous n'aurait le goût de voir qu'est-ce que ça pourrait bien donner, bien, lui, il l'a fait sur plusieurs décennies et il raconte tout ça dans The Surrender Experiment. Fait que surrender, lâcher prise, on dirait que c'est un mot galvaudé, je suis plus capable d'entendre lâcher prise, mais c'est quand même un peu ça. Mettons qu'on lâche prise sur nos préférences, sur nos résistances, et puis qu'on plonge dans les invitations de la vie. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Puis moi, je suis là-dedans, là, en ce moment. Je veux même pas dire lâcher prise, j'ai l'impression d'entendre ma tante. Donc, je vais dire, je suis dans The Surrender Experiment là, ces dernières semaines. Je me dis, OK, j'accepte les invitations de la vie, puis ce qui se passe de façon imprévue, toutes les incertitudes, je vais y aller, puis je vais pas résister à ça pour voir de où c'est que ça veut bien m'amener. Où est-ce que le courant de la vie veut me porter? Ceci étant dit, je reviens à la notion des patterns, les fameux patterns. Les affaires dans notre vie qui reviennent de façon récurrente, puis qu'on se dit: «Comment ça se fait que j'attire toujours ce genre de personnes-là? Comment ça se fait que je me retrouve toujours dans cette situation-là?» Et je vous donne un exemple super concret, encore une fois par rapport au podcast. Avant de repartir la deuxième saison, je me suis dit: «OK, je vais mettre les affaires en place, je vais enregistrer des épisodes avec des invités en avance, comme ça je ne ferai pas comme dans la saison 1 à me ramasser la veille au soir à 23h à finir mon petit montage pour m'assurer que la mise en ligne soit faite le mercredi matin.» Fast forward, parle, jase. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, on est mardi, presque 15h. Je vais sûrement monter cet épisode-là jusqu'à tard le soir. Ce pattern revient malgré moi. Même si de façon consciente, c'est pas ça que je veux, le pattern, il revient. D'autres exemples, est-ce que c'est par rapport à l'endettement? Est-ce que c'est par rapport à notre façon de consommer? Est-ce que c'est à notre addiction à notre téléphone, peu importe, des affaires qui reviennent dans notre vie, des chicanes ou en tout cas des dynamiques dans notre couple, la question inconfortable, là, est-ce que ça se peut que je crée ces situations-là de façon inconsciente? Puis là, je ne parle pas des inégalités systémiques. Il y a des choses dans notre vie qui sont réellement de force extérieure à nous. Mais mettons, là, en très forte proportion, ce qu'on crée dans notre vie, c'est en grande partie à cause de notre inconscient, à cause de nos croyances. Carl Jung a d'ailleurs dit: «Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin.» Je vais le redire, OK? Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient,
Il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Puis là, vous dites peut-être: «Eh la li la lou, Vanessa, tu es en train de glisser là, dans de la pop, psychologie. Bon, là, ça va tomber dans la manifestation bientôt». Oui, effectivement, je suis peut-être pas loin de ça. Mais en fait, je vais vous dire que ça là, que notre, inconscient va venir modeler notre monde extérieur, c'est pas une affaire là, wou-wou là, c'est réellement appuyé par les neurosciences et ça, c'est dû à quelque chose dans notre cerveau là, que je vais essayer de vous résumer, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai compris pourquoi ça se passait de même, OK? C'est entre autres grâce ou à cause de notre système d'activation réticulaire. En anglais, c'est pas disable. Je l'ai appris en anglais au départ, je me suis dit ça doit bien être traduit parce que c'est Reticulary Activating System. Reticulary Activating System. Le système en français, c'est rendu tough aussi. Le système d'activation réticulaire, là, c'est un peu comme le bouncer de notre cerveau. C'est comme un espèce de filtre qui nous permet, parce que vous le savez, là, il y a genre 5 millions d'informations à gérer par jour, notre cerveau. Là. Tu sais, juste penser, regardez autour de vous en ce moment, là, tous les stimuli, les sons. Tu sais, on fait ça des fois en méditation, de juste porter attention à tous les petits sons qui sont autour de nous. Et tu sais, il y a tellement de stimuli, d'informations qui rentrent, mais il y en a juste parmi tout ça, une toute petite quantité, là, infime, qui va remonter à notre conscience. Tu sais, faites juste regarder comment il y a des affaires, des informations qui ne se rendent pas à vous en ce moment pour que vous n'ayez pas à gérer cette information-là. Sinon, ce serait impossible. Ce serait impossible d'exister. Imaginez. Ça serait constamment. Fait que, tu sais, c'est vraiment un système très, très pratique mis en place pour faire en sorte qu'on puisse porter attention à ce qui est important pour nous dans ce moment. Donc, ça peut être autant au sens lié au sens comme l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. C'est un peu ce qui va nous dicter, OK, on met notre attention là-dessus. Et l'exemple qui est souvent nommé quand on parle du système d'activation réticulaire, c'est les marques de voitures. Bon, si vous n'avez pas de voiture, peut-être les marques de vélo, là, je ne sais pas comment rendre cet exemple applicable à vous et être inclusive dans mon exemple de voiture, là, mais en tout cas, ou peu importe, là, vous tripez sur une marque de vêtements ou vous pensez avoir un enfant, puis là, tout d'un coup, vous vous mettez à quoi? Avoir des bébés partout autour de vous. Ils étaient sans doute là, les bébés, la semaine dernière. Les marques de voitures, mettons, vous voulez vous acheter une Subaru. Tout d'un coup, il y a donc ben du monde qui ont des Subaru, coudonc. C'est pas un signe de vos guides, de vos anges, là, que tout d'un coup, il y a plein de Subaru qui croisent votre route ou qu'il y a plein de bébés que vous voyez autour de vous. C'est que là, pour vous, dans le moment, la marque de voiture ou les bébés, c'est une donnée importante. C'est quelque chose sur quoi vous portez votre attention parce que ça a une valeur, ça a une importance pour vous. C'est une super belle machine, là, notre cerveau. C'est parfait que notre cerveau nous envoie les influx, les informations liées à nos intérêts. Mais ce qui arrive aussi, c'est que le bouncer là, de notre cerveau, le système d'activation réticulaire, là, il va aussi laisser rentrer des affaires qui sont connectés à notre inconscient. Tu sais, les pensées là, qui tournent en loupe dans notre tête, nos croyances et tout ça, ce que notre inconscient croit et vit, là, qui est profondément ancré en nous, ça va aussi envoyer le signal à notre cerveau que ça, on va aller chercher des petites confirmations extérieures. Puis on va aller ou on va remarquer les choses qui appuient nos croyances. Il y a certaines personnes qui disent que c'est pour ça que la manifestation est bien ancrée dans la science et que c'est pas juste du wou-wou. C'est que si en ce moment, tu travailles profondément sur ton système de croyance par rapport, par exemple, à l'argent, parce que ça, c'est un truc récurrent. Donc, si tu es dans la croyance qu'il manque de choses puis qu'on doit se battre pour avoir accès aux ressources ou que tu mérites pas d'avoir accès à de l'abondance financière, que tu n'es pas assez, ben qu'est-ce que ça va faire? Ton système d'activation réticulaire, ton petit bouncer, c'est ça qui va t'envoyer, qui va te faire remarquer autour de toi. C'est intéressant de descendre dans notre ombre, hein?
Parce que comme le dirait Carl Jung, ah oui, 2 citations de Carl Jung dans le même épisode. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans son obscurité. Ça fait qu'on plonge dans notre obscurité pour devenir une personne plus lumineuse. C'est ça le trip. Donc on s'en va en nous, dans notre ombre, pour comprendre c'est qui là dans l'inconscient, c'est quoi les parties de moi qui trippent à ce que ces choses-là se passent dans ma vie. Je sais que c'est dur là, de façon mentale de comprendre ce concept-là, mais s'il y a des affaires qui se présentent à répétition dans notre vie, ça se peut-tu que certaines parties, pas l'entièreté de qui nous sommes, pas nos parties conscientes qui contrôlent, qui ont leurs préférences, mais qu'il y a des petits bouts là, en dessous, dans l'ombre, dans la partie où est-ce qu'on va pas visiter souvent parce que ça sent les égouts puis le soufre, qu'en dessous, là, dans le noir, il y a une place où il y a des parties qui trippent avec ces souffrances-là. Et je veux juste te spécifier encore une fois, je suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans le monde, là, on le crée parce qu'on trippe, là. Il y a des choses qui sont systémiques, qui sont extérieures à nous. Il y a des dynamiques de pouvoir, il y a des choses qui ont aucunement rapport avec notre individualité. Mais il y a quand même une grande partie de ce qui se passe dans nos vies que l'on crée de façon majoritairement inconsciente. Nos désirs, et surtout les désirs inconscients, vont venir construire notre réalité. Puis ça, ben je l'ai vraiment saisi dans un livre, un peu weird. Je vous amène dans un territoire, spécial, OK? J'ai adoré ce livre-là parce que, ben, c'était pas du petit fluffiness de spiritualité, là, c'était bien, en tout cas, c'est un livre qui s'appelle, OK, juste le titre, moi, ça a piqué ma curiosité. Ça s'appelle Existential Kink par Dr. Caroline Elliott. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, Existential Kink, je le traduirais par genre perversion existentielle. Ben, un kink, vous savez ce que ça veut dire, là, c'est une préférence sexuelle qui sort un petit peu de la norme. Ce qu'elle dit, là, Caroline Elliott, c'est que dans la vie, là, on obtient exactement ce que l'on veut. Mais, parce qu'il y a un mais, on n'est pas tout le temps conscient de ces désirs-là, de ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de ces désirs qui sont très sombres. Et donc, elle prend le concept de l'espèce de dualité dans notre nature, la partie qui est consciente, qui est lumineuse, qui est moralement acceptable, et la partie qui est en nous aussi, qui est notre ombre, qui est sombre, qui est donc inconsciente. Le dark side de notre personnalité, notre espèce d'alter ego, là, notre shadow self, comme plusieurs personnes appellent, ben, il est fait de ce qui est plus primitif, ce qui est des pulsions plus négatives, des choses qu'on accepte peut-être un peu moins, qui va devenir en nous la force créatrice des patterns qui, selon notre partie consciente, vont être des patterns qui sont négatifs. Genre le partenaire abusif, penser qu'on mérite pas mieux, bon, en tout cas, vous voyez le genre. Puis l'invitation là, dans Existential Kink, c'est premièrement d'aller connecter avec notre ombre, d'oser descendre, de voir ce qui est en nous, ce qui est là, ce qui est enfoui, d'écouter ces désirs-là et de pas se dire, ben coudonc, je devrais vraiment pas vouloir d'un partenaire qui m'écoute pas. Donc, c'est un peu de se débarrasser de la notion de dualité, justement, il y a un côté qui est socialement acceptable, qui est lumineux, qui est conscient, que cette partie, on l'aime, et qu'il y a une partie de nous qui mérite pas d'être aimée, qui est yark. Donc, c'est de venir intégrer ces deux parties-là pour être vraiment une personne au complet. Donc, venir intégrer nos parties qu'on exile ou qu'on essaie de faire taire. Donc, quand on sort de la dualité là, et qu'on lève ce voile-là, là, puis qu'on enlève la notion de bon, pas bon, puis que tout ça est intégré et existe tout simplement, bien, on peut voir les rapprochements somatiques de ces situations-là. On va donner 2 exemples complètement opposés, OK? Un message désagréable, un courriel, pas le fun, OK?
peut-être que c'est l'exemple qui monte parce que c'est peut-être ce que je vis, en ce moment. Donc, un courriel désagréable, OK? Et quelque chose que je vis pas vraiment en ce moment, mais c'est pas grave. Heu, on croise quelqu'un sur la rue, une personne qu'on trouve attirante, puis on a un contact visuel soutenu qui nous donne des petits papillons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le courriel, OK, désagréable, physiquement, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va avoir probablement un serrement quelque part dans notre corps. Souvent, ça va papillonner un petit peu dans notre ventre. On va avoir chaud, on va sentir notre rythme cardiaque qui va augmenter. Et ça, là, hey, on se sent-tu en vie quand ça se passe? Il y a l'expérience désagréable du courriel, là, l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce courriel-là, mais somatiquement, il y a quelque chose quand même qui se passe, qui est quand même similaire à ce qui se passe quand on croise quelqu'un qui nous fait un petit feeling. Serrement, papillon dans le ventre, chaud. Et est-ce qu'on est capable donc d'aller reconnaître qu'on ressent une certaine forme de plaisir par rapport aux expériences négatives de notre vie et que par conséquent, on les recrée de façon tout ça inconsciente. C'est par exemple un jeune homme dans la mi-vingtaine qui, a travaillé fort pour, s'autonomiser, se louer un appartement, commencer sa carrière et se fait mettre dehors de sa job et retourne vivre chez ses parents. Retrouve une autre job, se trouve un autre appartement et là, fast forward quelques mois plus tard, même pattern. Cet homme perd tout et il retourne vivre chez ses parents. Ça doit bien vouloir dire qu'il y a une version de lui qui veut ça. Puis qu'est-ce qu'elle veut, cette partie-là? Donc, est-ce qu'on est capable d'aller descendre et être à l'écoute de ce qu'elle veut, cette partie-là, qui fait en sorte qu'elle va avoir quand même une certaine forme de plaisir à travers cette expérience-là? Dans cet exemple-là, ben, mettons qu'on connecte, tchic, 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 tchic. Ben, il y a une version de ce jeune homme-là qui veut qu'on prenne soin de lui. Est-ce que socialement, culturellement, c'est acceptable, c'est bien vu qu'un jeune homme dans la mi-vingtaine ait juste le goût qu'on prenne soin de lui puis de ne pas prendre ses responsabilités? Pas vraiment. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'il y a une partie chez cet homme-là qui a envie qu'on prenne soin de lui, qu'on s'occupe de tout? Moi, juste avec cet exemple-là, je vois qu'il existe en moi une partie comme ça, qui a envie, là, qui a envie qu'on prenne soin d'elle. Je fais juste regarder avec les Tradwives en ce moment, qui est une certaine mode là, sur Instagram, qui est vraiment liée aussi au mouvement masculiniste, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais juste le mouvement des Tradwives, il y a une partie de moi qui regarde ça. Et si je suis 100% honnête, là, je regarde ça puis je suis comme, il y a une partie qui a le goût là, d'avoir un bon mari là, qui prend soin de tout, toute la job de pourvoyeur et que moi, je peux juste être à la maison à faire des tartes, à replacer mes bibelots et à faire du lavage, à pas me préoccuper de l'aspect financier de notre couple, de notre famille. Il y a une partie de moi là, qui a le goût de se déposer là-dedans. Évidemment, j'ai pas envie de cette vie-là de façon consciente. Ça vient avec un désempuissancement socio-économique, une relation de pouvoir, de l'inégalité. Je veux pas ça. Mais y a-tu une partie en moi qui a un petit peu ce désir-là? Oui, elle existe. Est-ce que je suis capable de lui donner de la place? Mais si je me fie juste à ce qui est de bon ton en ce moment, à mes valeurs, d'une grande partie de qui je suis, ben non, je suis pas confortable avec cette partie-là de moi qui a le goût de faire des petits biscuits toute la journée, puis attendre que mon chum revienne. Bref, si vous faites pas ça dans votre vie, je vous invite vraiment à jouer avec ça, de regarder là, vers quoi vous avez peut-être, tu sais, quand on a vraiment là, des aversions, des répulsions, des jugements envers certaines choses, certaines situations, certaines personnes, ben c'est parce que ça vient déclencher quelque chose en nous, parce que sinon,
notre système d'activation réticulaire là, nous ferait même pas remarquer ça. Moi, il y a plein d'affaires qui se passent sur la Terre, plein de choses sur les réseaux sociaux qui ne m'intéressent pas, qui ne me déclenchent pas. Donc, je suis complètement neutre. Ça se rend même pas, je vous dirais, à ma conscience. C'est même pas une information que je gère parce que ça me déclenche pas. Donc, quand il y a des déclenchements extérieurs à nous, quand il y a des choses qui nous dérangent, qui provoquent des émotions, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui entre en résonance avec cette situation-là. Je suis bien déclenchée par les Tradwives. Je me dis, coudon, ça se peut pas. Toutes ces luttes féministes pour finir à la maison en train de repasser les chemises de notre homme, ça se peut pas. Mais je suis déclenchée par ça parce qu'il y a une partie en moi qui veut ça. Puis je suis pas bien avec cette partie-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos désirs profonds, inconscients, ne viennent pas informer et créer une vie dont on ne veut pas à l'extérieur de nous? Donc, comment est-ce qu'on fait pour réintégrer ces parties-là de nous, mettre en lumière, être en connexion, être en présence aimante avec ça et donc transformer notre réalité quotidienne? C'est pas une affaire de one-shot deal. Je vous dirais que c'est un exercice récurrent là, dans notre vie. Ben, si on se fie à ce que Caroline Elliott dit, premièrement, ce dont je parle depuis tout à l'heure, on remet en lumière nos désirs enfouis. On leur laisse la parole. On écoute qu'est-ce que ça dit. Et c'est ça l'invitation aussi dans le focusing dont j'ai parlé avec Gina Siloua. D'ailleurs, le focusing, si ça vous tente d'essayer, il y a sa formation en ligne là, qui est disponible, 75 $. Ça va vraiment vous donner les petits outils pour partir de votre barre. Bref, je ferme la parenthèse, mais laissez la parole à nos parties, à nos désirs qui sont enfouis. Deuxièmement, reconnaître le pouvoir de notre perception sur les choses. On n'a pas, tout le monde, la même perception sur la vie. Des grands principes de base, mais il faut comme s'y rappeler. Hein. Par exemple, moi, j'adore les choux de Bruxelles. Parle de ça à ma fille. Les choux de Bruxelles, l'affaire la plus dégueulasse sur la Terre. On est deux personnes, deux perceptions différentes de la même réalité, le chou de Bruxelles. Oh, j'ai mangé beaucoup de choux de Bruxelles hier, j'étais très heureuse de ça. Ou on peut juste penser à l'accouchement qui, selon tant de gens, est l'expérience la plus difficile, la plus souffrante. Mais il existe aussi des naissances orgasmiques. C'est la même expérience, mais comment est-ce qu'on la perçoit? Donc, la perception va venir informer comment on va se sentir. Et donc, est-ce que c'est possible de trouver, numéro 3, du plaisir dans tout le spectre de nos ressentis? De ne pas juste ressentir le plaisir quand ça va du côté de nos préférences. Est-ce qu'on est capable, même quand c'est pas dans nos préférences ou même quand ça fait mal, par exemple quand on est dans le froid ou peu importe, tantôt j'étais dans le pilates, can you enjoy the burn? Oui, la sensation de brûlure là, dans mes muscles qui travaillent fort, là, ben je peux soit faire je veux pas ça, résister à ça, mais je peux aussi faire OK, ça là, j'en ressens un certain plaisir parce que je sais que je suis en train de me construire une masse musculaire, une force qui va me permettre de faire des choses dans ma vie que j'ai le goût de faire, monter des montagnes plus facilement. Donc, regardez, c'est quoi l'histoire que je me raconte à propos de ce que je suis en train de vivre. Puis moi, je fais ça là, quand je fais des bains froids, là, puis que j'ai juste le goût de m'en aller, puis de faire fuck that shit. Je me dis, le froid n'est qu'une sensation. Le froid n'est qu'une sensation. Je vais ressentir une certaine forme de plaisir. Puis juste dans les pratiques BDSM, là, il y a quand même cette notion-là de jeu, de plaisir dans ce qui est quand même de la douleur physique. Est-ce qu'on peut retrouver cet état de jeu dans les expériences qu'on voudrait normalement rejeter dans nos vies? Je ramène ça à mon petit podcast qui n'a pas marché aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un peu de jeu de comme « Ah ben, la vie m'amène sur un autre chemin aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça ma journée. Ça me sort de ma route. Je suis inconfortable. Reconnaître ma résistance. Regarder ça, puis après ça, faire « Hey, on va jouer avec ça. On va enregistrer un autre épisode, puis ça va peut-être être un bon épisode. » Fait que de retrouver l'état du jeu. Tu sais, quand on joue à la balle, là, la balle, elle part partout, on nous la lance, ça va pas dans la même trajectoire, elle fait un rebond. C'est ça le jeu, c'est d'être capable d'être à l'affût puis d'apprendre peu importe d'où elle arrive, la balle. Ça paraît-tu que je fais pas beaucoup de sport et que ma notion de la balle est très, très floue? La 4e idée par rapport à ça, c'est que notre degré de satisfaction face à notre vie va être directement lié à notre approbation de ce qui se passe.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que en ce moment, je suis en train de me dire que les choses devraient être différentes? Est-ce que je désapprouve ce qui est en train de se passer en ce moment? Si je suis dans un état de désapprobation, donc de résistance, je vais me sentir insatisfaite parce que je pense que ça ne devrait pas être de même. Mais mettons là, qu'on lousse un petit peu nos certitudes, qu'on surrender comme Michael Eisinger, qu'on lousse nos certitudes et qu'on accepte les invitations de la vie, même quand c'est pas dans le spectre de nos préférences. Est-ce que je peux approuver, même quand ça se passe pas comment que moi je veux? La syntaxe de cette phrase était dégueulasse. Principe numéro 5, nos désirs évoluent quand on leur donne libre cours, quand on indulge dans nos désirs, pas quand on les réprime. Puis là, ça veut pas dire de poser action par rapport à ça. Ça veut pas dire, moi, j'ai le goût de manger du chocolat, je vais en manger jusqu'à temps que j'ai mal au ventre. C'est d'aller écouter que ce désir-là est présent en moi, de pas aller mettre une couche de honte, une couche de contrôle, une couche qui tente de supprimer ces désirs-là. Est-ce qu'on peut les laisser exister? Parce que quand on les laisse exister, ça se met en mouvement, c'est vivant et ça va évoluer. C'est comme les émotions, si on les réprime, ça va venir se loger dans notre corps, ça va se calcifier, puis ça va être là pendant des années. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Ça fait qu'on la laisse passer. C'est la même chose avec nos désirs. Se libérer de nos désirs, ce n'est pas en les enfouissant et en les supprimant, c'est en les laissant être. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Eh bien, c'est la honte, mes amis. Ça, c'est le point numéro 6. La honte tue la magie. Le sentiment de honte, là, c'est vraiment fort. C'est vraiment ce qui nous garde fragmentés. C'est ce qui fait en sorte qu'on va exclure certaines parties de qui on est, qu'on ne va pas laisser certains désirs nous traverser parce qu'on juge que c'est pas acceptable. Et c'est aussi ça qui va nous amener dans le jugement à l'extérieur de nous, dans la résistance à ce qui est. La honte, ça tue la magie. Brené Brown a dit que la honte, ça tue la joie. La honte, là, c'est différent de la culpabilité. Je pense que c'est quand même une nuance très importante. On mélange souvent les deux, mais la honte, c'est le sentiment vraiment là, très douloureux, l'expérience de croire qu'on est profondément brisé, puis qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas l'appartenance, que quelque chose qu'on ne fait ou qu'on est fait qu'on ne mérite pas la connexion, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas d'être. Et donc, cette croyance-là qu'on est profondément indigne, ça va davantage nous amener vers des comportements qui sont destructeurs. À l'inverse, la culpabilité va être liée davantage à une situation précise dans laquelle on se rend compte que notre comportement est contre nos valeurs, puis nous emmène donc dans un inconfort psychologique et ça nous permet de nous adapter et de moduler comment on se comporte. Et donc, c'est la différence entre dire j'ai menti, et ça peut être lié à de la culpabilité, versus je suis une menteuse. Et donc, ça, c'est lié au sentiment de la honte. Et juste là, observez qu'est-ce que ça crée en vous, la différence de ces deux termes-là. J'ai menti, je ressens de la culpabilité, ou je suis une menteuse, j'ai honte. Et là, regardez, là, tout, moi, je la sens déjà, là, juste l'énergie destructrice en moi qui veut me saboter. Et c'est ce qui amène au dernier point, le 7e point, c'est que quand on rencontre de profondes vérités dans notre vie, là, notre corps va nous envoyer toutes sortes de sensations. Je ne sais pas pour vous, là, mais tu sais, quand on est vraiment à l'écoute là, de ce qui est vrai, ce qui n'est pas conditionné par nos préférences, ce qui n'est pas modulé par nos parties contrôlantes, mais vraiment là, ce qui est profondément vrai en moi, notre corps, là, il se passe des affaires. Moi, je sais que quand je touche à une profonde vérité, il y a une espèce de relâchement somatique, là, je pleure, mais pas des larmes de tristesse, là, il y a juste comme des larmes où je vais me mettre à bâiller. Et donc, notre corps, c'est tellement un bon guide pour aller naviguer et descendre dans notre ombre et aller toucher à nos profondes vérités. Parce qu'en méditation, mettons que là, j'observe une pensée récurrente dans ma tête, là, et que là, je vais m'asseoir avec en méditation, puis que je m'en vais écouter qu'est-ce que cette partie-là essaye de me dire. Si je la laisse me parler, là, mon corps, il va y avoir des sensations dans mon corps, ça va être présent. Je vais sentir où est-ce que ça se loge, comment je vis avec cette partie-là. Et c'est là que ça se libère. C'est fou.
la libération, elle est comme magique, elle est instantanée. Et là, cette grande loupe qui a l'air d'avoir pas rapport, mais merci de me faire confiance puis de me suivre. Je vous ramène au début de cet épisode-là. Comment ça va, Vanessa? De réaliser que je suis dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup d'imprévus de la vie, de prendre contact avec mes parties qui désirent le contrôle et surtout d'aller regarder c'est quoi les parties en moi qui créent ce pattern-là de déséquilibre. Et là, j'ai fait cet exercice-là parce que j'étais vraiment en calvaire, j'étais vraiment en colère avec ce message répété-là que j'étais comme: «Là, j'ai compris, OK?» Tu sais, à un moment donné, quand t'es tanné, là. Puis là, j'ai connecté avec ça en méditation. Ce à quoi j'ai touché, c'est une partie de moi qui a envie de grandir, qui a envie de changement, qui a envie d'aventure. L'aspect prévisible de ma vie en ce moment, d'être, confortable dans ma petite routine de podcast de: «Je sors mon épisode le mercredi, j'enregistre à tel endroit, voici comment ça se passe, je sais qu'à chaque semaine», tu sais, de tout le contrôle, tout l'aspect sécurisant, il y a une partie de moi qui a vraiment le goût de ça. Mais en dessous, il y a une partie de Vanessa, ma lune en Sagittaire, diraient certains, qui a le goût que ça éclate puis de vivre des aventures. Et cette partie-là, en ce moment, elle a pas beaucoup de place dans ma vie. C'est la routine de l'école. Mon chum, il fait son album en ce moment. Il est en train de terminer son album, donc il est beaucoup en studio. Moi, je suis dans le bout où on est une équipe, donc je tiens davantage le fort à la maison. Je vais chercher ma fille à l'école, tu sais, je fais le souper. Là, c'est la routine du dodo, la routine du matin. Et puis, c'est repeat, 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 repeat. Et là, je me rends compte qu'il y a une partie qui a le goût de s'exprimer, qui a le goût de vivre. Puis là, juste de vous parler de ça, c'est fou. Tu sais, l'exemple parfait de somatisation, genre, là, j'ai des larmes, OK? Pas parce que je suis triste, mais parce qu'il y a une profonde vérité. Je touche à une vérité en moi en ce moment. Bon, c'est une expérience live de focusing, mais il y a une partie en moi qui a envie d'explorer, qui a envie de faire d'autres choses, puis elle a pas eu beaucoup de place, cette partie-là. Ça fait que ces derniers mois, il y a eu ce pattern-là qui s'est répété parce que j'ai pas pris le temps d'aller m'asseoir avec qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui veut ça en ce moment, puis qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi le besoin en dessous de cette partie-là. Et là, c'est le besoin de l'aventure, d'excitation, de profiter de la vie d'une autre manière, tu sais. Il y a une partie de moi en ce moment qui trouve ça calissement plate, la routine, qui trouve ça fucking chiant, les obligations d'adulte, la comptabilité, les responsabilités, puis qui a juste le goût d'avoir du fun, puis elle a pas de place dans la structure. Fait que les petites carapaces de tortue rouge, là, dans ma vie qui me frappent en pleine face puis qui me font spinner sur moi-même, puis que je m'entête à reprendre ma route pour gagner à Mario Kart en ce moment, mais ces tortues-là, c'est une partie de moi qui a envie de vivre, c'est une partie de moi qui a besoin d'exister. En ce moment, j'ai laissé le micro à la partie de la sécurité, de il y a une maison à payer, il y a du travail à faire, il faut que je prenne soin de tout, 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 tout. Puis il y a une autre partie qui est comme hey, le fun, les aventures, les nouveautés, apprendre des choses, vivre des affaires. Elle a pas eu de place. Fait qu'il y a une tension qui existe en moi entre des désirs différents de mes parties. Je sais pas si vous le voyez, puis je l'avais pas conscientisé à ce point-là, là, je le fais live avec vous, mais de prendre une situation super de base. Coudon, les affaires se passent pas, j'ai tout le temps des imprévus, puis je dois revoir mes échéanciers, je dois revoir mes plans, ça me fait chier. Je m'ajuste. OK, période d'adaptabilité, je m'ajuste à tout ça, j'accepte le lâcher-prise. OK, le lâcher-prise. Mais là, ça se représente. Puis à un moment donné, à force que ça se représente dans ma vie, je bâtis une forme d'insatisfaction puis de frustration, ce qui est l'expérience de mes derniers mois. Et là, si je m'assois avec ça puis que je descends dans OK, il doit bien avoir une partie de moi qui trippe puis qui veut ça. C'est qui puis qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Bien, ça me permet de faire remonter à la surface un besoin
qui est de vivre pleinement, de vivre de l'excitation, de vivre des nouvelles expériences, de sortir de la routine, d'être en vie, d'avoir du fun. Et là, qu'est-ce qui se passe? Puis vous l'avez ressenti, il y a quelque chose qui se relâche en moi de comme: «Ah! C'est ça le pattern en ce moment». Puis une fois qu'il est compris, ce pattern-là, ce désir, cet existential kink, ce désir-là d'une de mes parties, une fois qu'elle est remontée à la surface, je peux être présente à cette partie-là, puis l'intégrer dans mon expérience humaine plutôt que de la tasser, puis de faire juste la place à certaines parties de moi qui sont valables socialement, la responsabilité, la fiabilité. Ça veut pas dire que demain, je quitte tout, puis que je pars en road trip dans une van au Nouveau-Mexique, mais là, ça me permet de prendre conscience qu'il y a une partie de moi qui a envie d'intégrer davantage de fun. Donc voilà, je suis encore une fois votre cobaye de l'expérience humaine. Donc, ben, je sais pas quoi rajouter d'autre. Je pense que ça vous donne un exemple, concret, appliqué et live de comment est-ce qu'on fait ça, du focusing? Comment est-ce qu'on peut transformer nos frustrations, notre désir de contrôle par rapport aux choses qu'on n'aime pas? Comment est-ce qu'on peut transformer nos frustrations par rapport aux situations de la vie en quelque chose qui nous fait grandir, nous permet de vivre une vie plus miam. Donc, votre devoir cette semaine, ce sera d'aller observer votre vie, puis aller faire le même petit chemin que je viens de faire avec un aspect, puis de voir est-ce qu'à un moment donné, vous allez réussir à toucher une vérité, puis ça se passe, là. Vous allez le sentir dans votre corps quand vous touchez finalement à la vérité. C'est tellement... Ah! OK, je vais me remettre, je suis dans tous mes états. Je pense que ça va être pertinent, je vais vous replacer évidemment les liens pour les lectures dont j'ai parlé, mais aussi le lien vers la formation de Gina. Si jamais vous avez la chance d'aller dans une formation, en personne, c'est super, mais sinon à distance, c'est vraiment, génial aussi. Puis de peut-être que vous en avez pas besoin, peut-être qu'avec juste l'exemple que je viens de vous donner, puis cet épisode de podcast-là, vous allez, sentir que vous en avez assez pour, partir de votre côté puis aller faire, un petit moment avec vous-même. Moi, perso aussi, là, j'adore faire ça, là, en prenant des bains, là. Je dis ça, là, hein, en novembre, quand il fait fret, là, d'aller, dans un bain puis de vraiment se détendre, puis d'être dans une posture où on se sent détendu, en sécurité, où on a calmer un petit peu le mental. C'est vraiment une pratique qui est puissante puis transformatrice. Alors, ce serait tout pour cette semaine. Voici votre devoir. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, pour les gens qui se sont rendus jusqu'ici dans le podcast, je présume que vous trouvez une certaine valeur à ce contenu-là, que vous l'appréciez. Puis, je reçois tellement de beaux messages. Tu sais, je vois des 5 étoiles, je vois vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça me fait tout le temps super chaud au cœur. Et là, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram pour me dire: «C'est tellement grand ce que l'école de la vie apporte dans mon existence. Merci». Puis je reçois tellement vos remerciements avec beaucoup, beaucoup là, de joie, puis je les prends, je les accueille, puis ça me nourrit vraiment beaucoup. Et cette personne-là, ce qu'elle m'a écrit aussi, c'est: «Hey, comment est-ce que je peux contribuer? Je peux-tu t'envoyer de l'argent?» Puis là, ça m'a comme mis un peu inconfortable, cette proposition-là de m'envoyer de l'argent parce que j'étais comme: «Mais là, j'ai pas besoin de votre charité, je travaille comme tout le monde, on travaille assez fort». En toute transparence, le podcast, c'est pas un projet en ce moment qui est lucratif pour moi, c'est un projet qui, au contraire, me coûte de l'argent. Puis là, il y a eu cette invitation-là, en fait, ce message-là la semaine dernière, puis là, je me suis dit: «OK, mettons là que j'embrasse ce fameux inconfort face à demander de l'argent là, puis que je mets un petit peu de côté ma fierté. Mettons que je reconnais que ce que je fais en ce moment, ça a une valeur, puis là, juste ça, bon, vous voyez, coudonc, m'a braillé aussi. Ce que je fais a une valeur. Wow, juste dire cette phrase-là, ça m'émeut vraiment beaucoup. C'est comme si, ben, il y a une partie de moi qui pense pas que j'ai une valeur, mais il y a une partie qui est comme: «Hey, c'est pas de la merde ce que tu fais». Bon, je me sens comme à la première journée où j'ai diffusé mon premier épisode de l'École de la vie. Je me sens vue et super vulnérable. On est dans un système présentement qui a comme normalisé le fait d'avoir accès à toutes sortes de contenus, gratuitement. Tu sais, je fais juste penser à la musique, tu sais, puis c'est proche de moi parce que mon chum produit de la musique et reçoit des redevances qui sont vraiment, absurdes. C'est quelque chose
qui a été nommé dans une conversation avec Joanie Lacroix et Sophie Reiss, pour pas les nommer, qui vont bientôt être sur le podcast, de pourquoi est-ce que l'argent transite pas dans les projets de cœur, dans les projets qui sont au service du collectif en ce moment? Comment ça se fait qu'on est tellement willing à, mettons, s'acheter un café puis un muffin à genre 12 là, pour le combo, puis que on s'est habitué à consommer de la musique de façon gratuite, à consommer des podcasts aussi gratuitement, puis comment ça se fait qu'on a une résistance à faire circuler l'argent dans ce genre de projet-là? Comment ça se fait qu'on prend pour acquis que ça devrait être gratuit, tu sais, alors que tout le reste dans la vie est pas gratuit? Il y a personne qui demanderait à un plombier de venir réparer ses tuyaux gratuitement, tu sais? Donc comment ça se fait que dans la création de contenu comme ce podcast-ci ou dans la musique, on veut avoir accès à ces choses-là gratuitement puis qu'on est prêt à donner notre argent aux plateformes, mais pas aux créateurs, pas aux créatrices? Je vous avoue que j'ai pas la solution parce que je comprends que, financièrement, on est beaucoup de gens à se dire comme: J'ai pas de place pour aller donner de l'argent de plus». Mais c'est pas une question de donner plus d'argent, c'est de choisir où on met notre argent. Puis je pense qu'il y a vraiment tout un travail de sensibilisation à faire. Bref, je voulais pas vous en parler parce que je voulais pas être dans cette dynamique-là de quêter de l'argent. Je trouve que ça sonne vraiment lame. Mais quand j'ai reçu ce message-là la semaine dernière, je me suis dit: «Et si je faisais juste ouvrir la porte puis vous dire que, ben regarde, je vais mettre une plateforme en ligne et c'est vraiment à votre discrétion. Je mets aucunement de pression». Et puis là j'ai des larmes, là, mais j'ai pas des larmes de tristesse et de pitié, là. J'ai juste un flashback de Vision mondiale dans les années 90 à la télé. C'était terrible. Je veux pas susciter votre pitié par les larmes, qui viennent de sortir de mon corps, là, mais je voulais juste dire que je vais tasser ma fierté qui a pas rapport, là, puis je vais faire comme cette personne-là m'a suggéré, m'a demandé. Je vais ouvrir la plateforme Buy Me a Coffee. Je me sens pas prête à ouvrir un Patreon puis de vous donner plein d'extras. J'ai pas l'espace en ce moment. J'aimerais vraiment ça être en mesure de créer un espace. Je vous ai parlé des événements, je veux que ça se passe, mais là, vous le comprenez de façon un peu indirecte. En ce moment, c'est un peu instable. Fait que je suis en train de restabiliser ces bases-là pour être en mesure d'offrir ces affaires-là qui me font triper, c'est-à-dire de créer une communauté en ligne, du contenu aussi différent, genre un Patreon, des événements pour qu'on se rencontre. Tout ça, j'ai le goût que ça existe. Mais là, pour l'instant, je suis à stabiliser mes petites fondations. Fait que Patreon, j'ai pas l'espace. J'espère que ça viendra bientôt. Je pense que ça va venir bientôt. Donc, entre-temps, et je vais mettre le lien en description de l'épisode, là, j'ouvre la plateforme Buy Me a Coffee. Donc, vous aurez, si le cœur, si vous avez l'élan, si vous sentez qu'il y a une valeur quand vous écoutez les épisodes de l'École de la vie, que vous en avez retiré quelque chose, ben on va dans l'économie du don, qui est un beau concept que j'aime vraiment beaucoup, l'économie du don, mais qui est, je me rends compte, plus difficile à appliquer. On n'est pas habitué de se fier à notre ressenti et de donner un montant d'argent par rapport à ce qu'on pense que ça vaut. On est plus habitué de se faire dire combien ça vaut. Tu sais, on dirait on n'est pas connecté à cette souveraineté-là intérieure puis notre ressenti de combien je pense que ça vaut. Fait qu'en tout cas, si vous avez le goût de faire l'exercice, si vous avez envie de me payer un café, mais là, je bois plus de café, je bois juste du matcha, là, mais il y a pas de plateforme Buy Me a Matcha. Donc, ben, je vais placer le lien de Buy Me a Coffee. C'est sans aucune pression. C'est juste d'ouvrir la porte pour les gens qui ont envie de faire un don à l'École de la vie, soutenir le projet, puis me permettre de payer le studio qui s'en vient. Et entre-temps, évidemment, je vais continuer à aller approcher des belles marques. Si vous êtes une belle marque éthique là, qui a envie de soutenir le projet aussi, ça va me faire plaisir de vous offrir de la visibilité dans l'espace de l'École de la vie. Donc, sur ce, ma voix rauque et moi, je vous salue. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre présence, de cet engagement que vous avez envers votre épanouissement. Je trouve ça réellement beau. Puis, je vois aussi comment ces petits brasiers-là individuels qu'on allume, ben à force de les allumer, ça va devenir un beau gros brasier collectif pour faire naître le demain.
tellement beau qu'on sait possible. Donc, entre-temps, je vous envoie beaucoup d'amour dans cette période de transition, dans cette période de noirceur. C'est une belle période de l'année là, pour aller faire le petit exercice que je vous propose dans l'épisode de cette semaine. Donc, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.